Mais je pense qu'on ne fera pas la France un tiers bio, un tiers HVE, et même on n'atteindra pas un 100% d'agriculture qui évite les gaspillages et les pollutions diffuses ou ponctuelles, et les risques sur le plan sanitaire au sens de la santé globale. On ne le fera pas dans ces trois niveaux sans des efforts de recherche et de développement inédits. Moi, je plaide profondément pour que Grand Emprunt, PIA, CIR, la France fasse un choix. Elle est héritière d'une tradition de gastronomie et d'agronomie qui en font un leader mondial. Elle doit faire un choix clair aujourd'hui de faire de cette recherche et de ce développement en la matière les conditions d'un leadership européen et donc de compter dans le récit du monde. Ça, j'en suis persuadé. Donc, mais je ne suis pas partisan de normes. Les paysans sortent exténués des MAE et des solutions environnementales. Ils en sortent épuisés. Hein, je suis même, enfin, je fais partie d'un GAEC, je vois l'histoire de l'application des normes à 3,50 m, à machin, à ça, les 3 mètres de haie, les trucs, enfin, tout ce qui est normatif est soit dévoyé, soit machin. Alors que dès lors qu'un objectif soit sous forme d'interdit ou sous forme d'objectif quantifiable et à obtenir, alors le génie paysan, dans toutes ses formes, se déploie. Donc je pense qu'il faut sortir de la norme et fixer des objectifs. Le défi est colossal. Et la mission qui pourrait être confiée à l'INRA et à d'autres, je pense aux instituts techniques qui ont un rôle important à jouer, de repenser HVE comme un moteur de changement, c'est de ne pas en faire une série de normes dont tu utiliseras article 4 bis, tu utiliseras 30% de solutions de biocontrôle pour tirer à 15% la moyenne d'objectifs. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est de dire naturellement. Moi, je vais vous donner une anecdote. Elle ne sera pas identifiée. À un moment donné, dans la liste, ça vient d'un ministère que je ne citerai pas, on me dit t'as pas assez insisté sur le croisement des espèces animales comme manière, etc. Attendez voir, je dis, attendez voir, on pourrait aussi faire un système soviético machin des années 50 pour dire ce que chacun devrait faire et tout. Et évidemment que dès lors qu'un paysan qu'un agriculteur, qu'un entrepreneur, vous l'appelez comme vous voulez, a un objectif d'un marché, d'un contrat avec son territoire, qui le met dans cette trajectoire-là, il va chercher l'espèce animale, végétale, adaptée. Et il n'y en a pas besoin que ni une ONG, ni l'opinion publique, ni le supermarché ne lui disent ce qu'il doit avoir comme race ou comme variété pour le faire. Il va le trouver lui-même dans la chaîne de développement que le monde paysan était capable de faire, ses COP, ses instituts, ses groupements, etc. Donc je crois beaucoup à cette idée de ne mettez pas le biocontrôle comme une condition de la HVE, mettez-le comme un des moyens permettant à la HVE de se déployer, comme la bio en aura besoin, comme machin, etc. Donc ne faisons pas du normatif, faisons de l'objectif quantifiable. L'exercice est difficile, mais il est atteignable. Vous voulez passer de 5 à 15%. Moi, je vous ai connu il y a 5 ans, vous étiez à 3 objectifs 10, et votre 5 à 15 me paraît parfaitement accessible au vu des travaux, de ce que j'ai pu visiter, des rencontres, et on a quelques autres rendez-vous de prévus. Alors, on a Mais, quelques autres rendez-vous de prévus. oui, je sais, Le mais 15, on n'a pas le pipeline, hein, donc on compte sur un consortium recherche, on compte sur le crédit impôt recherche à taux majoré, parce que c'est le bien but, sûr. c'est l'accélération, hein, c'est d'accélérer pour les 10 ans à venir là-dessus. Moi, j'ai une nouvelle question qui est arrivée, c'est sur votre territoire, est-ce que vous êtes aussi ancré dans votre propre territoire, monsieur le député, est-ce que la notion de biocontrôle est une notion qui vous semble connue par les parties prenantes dans le territoire? Je suis persuadé que sorti des histoires des coccinelles et des pucerons, tout le monde a du mal à citer un deuxième exemple. Enfin, bien sûr, on retrouver le maïs, etc. Mais à part ça, vraiment, on est vite sec, quoi. Hein. Donc, moi, j'ai vu vos objectifs, j'ai bien relu, on s'est vu dans le cadre des EGA, etc. J'ai relu vos objectifs. Il y a certes l'accès aux moyens d'amplifier la R&D, etc. Et on est tous d'accord. Mais il y a d'abord, et vous l'avez dit avec beaucoup de simplicité, votre directeur me l'a rappelé, c'est faire connaître et diffuser. Et pour ça, le moteur avant d'être la HVE, parce que HVE, même si Stéphane Travers disait j'achète, c'est dans la loi, c'est un combat européen en vue de la PAC, tout est aligné et tout, on est quand même à N+3 dans le meilleur des cas avant d'avoir des effets. Par contre, il y a un outil qui a failli passer à la trappe, qu'on a sauvé une extrémiste dans une loi du mois de mars, vous l'avez rappelé, qui est l'avant-dernière loi à être passée au Parlement, et que j'ai portée parce que moi, j'étais sur la carte monétaire retoquée par le Conseil constitutionnel dans la loi Sapin 2. Et il y avait un autre grand blessé, c'était dans la loi d'avenir,
les CEPP qui avaient été shootés par le Conseil d'État. Bon, on a rattrapé tout ça dans une PPL qui est passée en un mois en accéléré, et j'ai eu l'honneur de la porter. Le CEPP, si on décide d'y aller, et je crois que dans la loi il y a des petits éléments, alors c'est l'avant-projet de loi parce que c'est demain, mais tout le monde là, hein, le document, il y a quelque chose là-dessus. Les CEPP, c'est confirmé apparemment par le gouvernement. Moi je m'en réjouis. Des CEPP qu'on a négociés, qui n'étaient pas ceux qu'on avait pensé au début, etc. Donc il y a eu du dialogue démocratique, mais le CEPP, c'est l'empowerment, c'est la capacité à se faire confiance, à trouver des solutions par nous-mêmes, avec un cap fixé par la puissance publique. C'est le modèle de l'avenir. La puissance publique au XXIe siècle doit retrouver sa force, non pas contre l'espace privé que vous incarnez pour la majorité d'entre vous aujourd'hui, mais permettant même à la puissance privée de s'exprimer au mieux et dans le meilleur d'elle-même, parce que normée par une puissance publique qui dit de façon éthique quelles sont les limites à atteindre et les objectifs que nous nous fixons collectivement. Moi, j'aime bien prendre cette image. C'est que la puissance privée, l'entreprise, elle est un petit peu comme un fleuve. Si elle n'avait pas des berges, et les berges, c'est la puissance publique, elle ressemblerait à un marécage. La force du fleuve, ce sont ces berges. Donc il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et on doit retrouver, sur les questions agroalimentaires et de développement, cette force-là. Donc moi, j'attends une puissance publique qui dise qu'elle donne les moyens, à travers le CEPP, d'atteindre les objectifs de moins 20, moins 25% dans les délais. On ne va pas se battre sur une année ici. Mais cette capacité, nous avons à le faire. Ça sera du B2B pour l'essentiel. Et le biocontrôle sera la solution plébiscitée numéro 1, parce que c'est celle qui, à court terme, remet le moins en cause le système, mais elle porte en elle, par sa nature même, les germes de transformation plus profondes. Elle nous amène à d'autres bouleversements. Elle est donc un très beau moteur de changement. Monsieur, on va réunir les deux questions. Allez-y, présentez-vous. Oui, bonjour. Alain Savary pour Axema, les agroéquipements et le machinisme agricole. Monsieur le député, je souscris à 200% votre propos concernant la réhabilitation de l'étude scientifique et des technologies et le pouvoir politique. Comment pensez-vous réhabiliter ce sens logique des décisions de la science et des techniques, du pouvoir politique, car l'homme de la rue ne peut pas être expert en tout. Et pourtant, c'est lui qui décide de beaucoup. Merci beaucoup sur la manière de réhabiliter. Oui, monsieur le député, bonjour. François Gibon, négoce agricole Centre-Atlantique. Une question, vous avez parlé tout à l'heure que la France, vous avez évoqué que la France devait devenir le leader de l'agroécologie. Peut-on être leader de l'agroécologie sans être leader agricole et leader agroalimentaire, alors que nous avons perdu des positions à l'international par notre agriculture et par notre agroalimentaire? Et cette question touche même la relation entre le technicien qui est mis à l'index aujourd'hui et l'agriculteur lorsqu'il travaille à chercher des solutions de biocontrôle, et où ils se sont cassés les dents il y a 5 ans et ils cherchent aujourd'hui une solution pour reprendre et reavancer dans ce sens-là. 2 questions. Merci. Monsieur le député, en réponse, peut-être. Et puis, il ne faut pas que je vous encombre. D'abord, c'est les questions au gouvernement, et puis vous avez à débattre entre vous. Mais j'aurais bien passé l'après-midi, tant je goûte ce genre de moment. Alors, sur la première question, on est, comment dire, on est peut-être un peu comme sur les... Alors, on n'ose plus donner cet exemple-là depuis Notre-Dame-des-Landes. J'avais un très bon exemple, mais depuis Notre-Dame-des-Landes, il tombe. Je suis emmerdé. Je suis plutôt d'accord avec le gouvernement par ailleurs sur ce qu'il a fait, mais sur le fond, ça pose le problème du débat public. Bon, c'est que quand on a une décision d'infrastructure, on a inventé. Moi, j'ai un problème d'autoroute chez nous au territoire. Elle passe par-ci, elle passe à l'ouest, à l'est, machin. Et la Commission nationale du débat public, c'est une manière qu'on a inventée pour que quand l'État avait une intention, pour organiser un débat et éventuellement influencer la décision. Voilà. Bon. En tout cas, en faire la pédagogie. Chez nous, ça a été une aventure extraordinaire. L'autoroute ne passera pas là où l'État souhaitait le faire passer initialement. Et l'État s'en félicite aujourd'hui parce que c'est plus pertinent et c'est le débat citoyen qui l'a permis. Le débat citoyen fait par la CNDP, ça s'appelle comme ça, hein, c'est quelque chose qui est d'une grande qualité, c'est rigoureux. J'ai vécu ce week-end, tout un week-end de débat public autour d'un hôpital public et de son avenir. L'ARS avait ses attentes, le personnel avait ses attentes. Ils ont organisé un hackathon. Pendant 24 heures, des personnels de l'hôpital et de tout l'environnement de la santé du territoire ont été dans un mode collaboratif qui a produit des idées qui n'étaient pas initialement ni celles de l'État ni celles du personnel. Je crois profondément dans la démocratie.
pas dans la démocratie baratin, propagande, gnangnan, etc. Je crois dans des instruments modernes de démocratie. Et en l'occurrence, lorsqu'on dit que tel ou tel produit, j'ose pas dire de nom, est bon ou mauvais, on n'est pas foutu d'expliquer pourquoi, d'en faire de la pédagogie. Moi, j'ai mes gamins, ils regardaient beaucoup C'est pas sorcier. On savait expliquer des choses complexes de façon simple parce qu'il y avait une pédagogie de l'illustration, de machin, etc. Je pense qu'il faut inventer le c'est pas sorcier de la phytopharmacie et que quand l'ANSES prend une décision, il soit capable de l'expliquer à nos concitoyens pour les faire sortir de l'obscurantisme, des propagandes et des peurs infondées et rentrer dans le règne de la raison et du dialogue citoyen, quoi, je crois. Donc on est encore aujourd'hui à l'âge de pierre, de la démocratie, de la science. Or, on évoque des sujets qui ne sont pas les plus terribles devant nous. Évoquer les enjeux des nanoparticules, de l'information et du transhumanisme. Donc on a inventé, la démocratie a inventé face aux défis contemporains des modes de dialogue démocratique qui fassent à preuve de pédagogie et de discernement collectif qui n'ont rien à voir avec ce que sont la pédagogie des réseaux sociaux, des plaidoyers univoques ou d'une certaine télévision ou de certains médias, quoi. Donc on a inventé ça. Oui. Ça, c'est un vrai défi démocratique, vous avez tout à fait raison. Mais j'en ai pas les solutions, mais j'en vois, on peut en dresser le chemin. Alors sur la dernière question, c'est la question clé, vous n'avez pas été convaincu. Moi, je vais essayer de vous donner 2-3 pistes. Quand vous dites une France qui exporte plus, elle est plus à sa place. D'abord, j'ai pas dit qu'il fallait pas qu'elle exporte. Je pense qu'elle doit prendre sa juste part au récit mondial de l'alimentation. Sa juste part, on en a fixé 2 bornes. Et on l'a fait, je regarde quelques visages qui étaient dans les ateliers 11, on l'a fait avec 2 principes qui sont des principes moraux. Moi, je pense que l'éthique, c'est pas contraire à l'économie et au futur, c'est contraire à les conditions même du futur. Ces 2 principes, c'est des principes de réciprocité. Ils sont simples, ils vont faire appel à des choses qui vont vous parler. Je crois comme exportateur breton que vous êtes certainement par ailleurs dans le négoce agricole et c'est un beau métier. Le premier, c'est que ne fais pas à des paysanneries du Sud ce que tu voudrais pas qu'on fasse à notre propre paysannerie chez nous. Donc ne pratique pas en forme de dumping, de machin, etc. Des pratiques de destruction d'économie ou d'écosystèmes civilisationnels ou agricoles de survie sur l'agriculture familiale, des processus de destruction que tu ne voudrais pas qu'on applique chez nous. 2, identique pour les consommateurs. Ce qui n'est pas bon, je le dis avec force, en termes de normes sanitaires dans notre pays, il n'y a pas de raison que parce qu'il y aurait une norme canadienne ou américaines dessus, elles deviennent bonnes pour les populations pauvres d'ici. Si c'est pas bon pour les classes moyennes ici, c'est pas bon non plus pour les classes populaires. On ne peut pas faire des normes à 2 niveaux de classe sociale. Ces principes d'équité et de réciprocité dans les échanges mondiaux, qui fait qu'on doit refuser un dumping vers des pays fragiles qui reconstruisent leur paysannerie, on doit se l'interdire et on doit interdire l'entrée dans notre pays qui menacerait des populations les moins cultivées qui seraient en deçà donc des normes de production que nous imposons en Europe. Ces 2 principes assez simples et je crois qu'il faut retrouver des boussoles dans notre pays. Maintenant, quand vous évoquez les balances commerciales, moi, j'aimerais évoquer avec vous, et ce serait un peu trop long, mais c'est juste des pistes pour un dialogue à poursuivre. On pourrait évoquer notre autonomie en protéines, le coût pour notre pays, et le gain qu'il y aurait à produire nous-mêmes nos protéines dans notre pays. On pourrait évoquer les coûts indirects, parce que l'eau polluée qu'il faut dépolluer, c'est des charges, et dans l'économie du pays, ça compte également. Puis on pourrait évoquer tous les marchés en croissance, et pas seulement les marchés intérieurs qui font appel à l'alimentation santé, qui de plus en plus seront tirés vers le haut et vers cette qualité de ce que j'appelle la nourriture de toutes les qualités. La HVE, finalement, c'est la marque de la nourriture de toutes les qualités, celle qui fait santé, environnement, etc. Bon. Mais également savoir que dans les marchés exogènes, dans les marchés extérieurs, on a de plus en plus d'exigences qui ressemblent à celles de nos classes moyennes ici. Dans les pays émergents, ceux qui ont un pouvoir d'achat, les marchés du futur ressembleront terriblement à ceux qui sont en train de naître en Europe aujourd'hui. Donc, part de marché perdue, mais surtout part de marché en devenir sur cette révolution agroécologique qu'on vous propose. Ce leadership n'est pas un leadership philosophique, c'est un pari économique. À mon avis, c'est le seul pari gagnant pour notre pays. Merci Dominique Potier, on peut vous applaudir.